Merci à ceux qui sont arrivés à l'heure d'être à l'heure. Et donc, bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où nous sommes en résonance avec un gros projet qui a été mis en place par le Forum Vie Mobile. Ce Forum Vie Mobile qui est animé par Sylvie Landriève, elle nous en dira quelques mots. Vous êtes peut-être plus familier sur ces questions liées à la mobilité, des programmes menés par l'Institut pour la ville en mouvement. On en plaisantait tout à l'heure en disant que l'un est né au XXe siècle et l'autre au XXIe siècle. Donc on ne pense pas la même chose déjà entre le XXIe et le XXe sur la mobilité. Mais je laisserai Sylvie vous dire ce qu'il en est. Donc en quelques mots, le forum Vie Mobile est financé par la SNCF. C'est un forum de recherche sur toutes ces implications liées aux transformations de la société, de l'espace public et des possibilités de se déplacer dans la ville. Avec nous, Jérémy Descamps. Jérémy Descamps est urbaniste, mais surtout il est un fin connaisseur de cette Chine que vous voyez sur la photo, cette Chine des années 70-80, parce qu'il a commencé très tôt à s'y familiariser. D'une part parce que ses parents habitaient à proximité et que lui était intéressé depuis Hong Kong à explorer ce qui était de l'autre côté de la frontière, du sud au nord, d'est en ouest, par le transsibérien, par l'avion, le vélo. Il a dû expérimenter un peu tous les modes de déplacement à l'intérieur du continent. Et puis, comme on est à la charnière de deux siècles, le XXe et le XXIe, il a à côté de lui Thomas Sauvin. Thomas Sauvin, il est artiste, il travaille avec la photographie et il travaille aussi avec les rebuts. Il vous en dira plus un peu plus tard. Et travailler avec les rebuts de la photographie, c'est aussi mettre dans ce pays dans lequel les transformations et les mutations sont tellement rapides, c'est des repères extrêmement précieux pour connaître ces modes de vie qui ont changé très radicalement. Donc Thomas Sauvin, il est arrivé en Chine, lui, en 1999, grâce à quelqu'un qu'on aime beaucoup, que vous avez peut-être déjà rencontré au travers des rendez-vous Chine, Alain Julien. Alain Julien, qui est un commissaire d'exposition. On le retrouve à Lianzhou, au festival de photos de Lianzhou. On le retrouve bien avant pour la mise en place du tout premier festival de photographie à Pingyao. Donc vous le voyez, photographie, cinéma, société sont indissociablement liés à ces études qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus transversale sur la Chine. Alors, je les ai présentés rapidement et je voudrais présenter aussi la modératrice qui devait être là, Caroline Bodolek, anthropologue et ethnologue chargée de recherche au CNRS et qui a dû rentrer chez elle à Orléans car elle risquait d'être bloquée par la neige et de laisser ses enfants seuls au logis. Donc je la remplace, Françoise Gède, et je vous prie de l'excuser. Elle a eu la gentillesse de m'adresser ses notes, donc vous aurez un petit peu de ses propos à travers les miens ce soir. Pour commencer, et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'auditorium, nous allons voir un documentaire un peu particulier, ce qui nous permet de le visionner dans de très bonnes conditions dans la Cinémathèque française, cette ancienne Cinémathèque française plutôt. Et pour le présenter, je vais donner la parole à Jérémy. Et puis, suite du programme, nous continuerons avec des questions-réponses auprès de Thomas, Jérémy et Sylvie. Et puis, en fin de parcours, c'est vous, public, qui avez bravé le froid, qui aurez la parole pour la dernière demi-heure. Voilà, vous avez le programme de la soirée. Merci Françoise et merci à tous d'être venus, d'avoir bravé le froid. Je vais juste vous dire deux mots sur le documentaire qu'on va voir et puis j'espère que ça suscitera quelques réactions en fin de débat, mais on souhaitait vous montrer ce documentaire parce qu'il permet de bien introduire, je pense,
ce projet de recherche donc qui est dédié à l'imaginaire des mobilités en Chine. Et donc, c'est un documentaire un peu particulier puisque ça n'est pas un documentaire sur la mobilité en Chine, mais un documentaire sur un projet qui traite de la mobilité en Chine. Donc c'est une sorte de rétrospective de comment chercheurs et artistes, on était un groupe de 6 chercheurs et artistes, on travaillait ensemble et comment on a procédé dans le cadre de cette recherche. Et c'était une commande donc un peu parallèle à la recherche qui m'était faite par le Forum Vie Mobile. Voilà, donc on va faire la projection tout de suite. Et, pardon, j'en profite aussi parce que pour remercier des gens qui ont travaillé plus particulièrement sur ce documentaire. Peut-être qu'il y en a certains dans la salle. Je voulais remercier alors Frédéric Henriquez, qui était le documentariste qui a travaillé avec moi, qui malheureusement ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais qui est maintenant à Lisbonne. Il y a également Olivier Mays qui est réalisateur et qui nous a beaucoup assisté, qui nous a beaucoup aidé, qui a réalisé plusieurs documentaires sur la Chine et qui nous a aidé à réfléchir aux produits qu'on voulait faire. Et puis également des personnes internes à Sinapolis qui étaient en Chine, donc Oriane Pillet, Nicolas Toraille, alors Jean Serin qui travaillait aussi à nos côtés, qui a beaucoup aidé sur ce projet. Et Marie Thérieux aussi, et puis des gens qui ont participé à la traduction, parce que vous verrez que dans ce projet, il y a beaucoup de questions de transcription, de traduction, et donc je pense là à Camille Baudelaire et Léonie Martin qui avaient assuré un travail remarquable de retranscription, notamment des interviews qu'on a fait auprès de différents interviewés chinois. Voilà. Ce projet est d'abord né d'une rencontre entre le Forum Vie Mobile et Sinapolis fin 2013 à Pékin. L'équipe du Forum s'est rendue en Chine et m'a proposé de réfléchir à une étude pluridisciplinaire qui lierait mobilité, société et art. À partir des années 80, on a eu une explosion de la mobilité. Je me suis demandé comment mes pairs chinois vivaient une telle évolution. Le projet CCMMP s'intéresse aux mobilités en Chine, mais avec un angle bien particulier puisqu'il s'agit d'étudier les questions de mémoire et les questions de représentation. Existe-t-il une mémoire de la mobilité? Comment les mobilités ont été vécues, contraintes, oubliées, rêvées? Également, quel lien il existe entre les questions de mobilité et l'idée ou l'imaginaire de la modernité. Et à partir de ces éléments, s'intéresser aux perspectives et aux futurs possibles. L'idée, c'était de trouver un médium ou quelque chose qui puisse solliciter les souvenirs des gens, qui donc est venu l'envie de travailler avec la photographie. Dans ce cadre-là, j'ai organisé le projet en 3 temps, avec un premier temps qui est donc la constitution d'une base de données iconographique sur les questions de mobilité, de transport, de déplacement en Chine. Un second temps qui va être monter une enquête sociologique. L'idée m'est venue que cette base de données iconographique constituée soit soumise à des sociologues qui en disposent avec une 50aine d'enquêtés à travers 5 métropoles chinoises. Et enfin, un troisième temps où l'idée était d'injecter un artiste dans le projet pour traduire ou interpréter le résultat de ces enquêtes.
Et vous échangez en quelle langue avec lui? En chinois ou en anglais? C'est un contexte extrêmement multidisciplinaire, ce qui n'est pas sans difficulté. Également totalement interculturel, puisque nous sommes entre français et chinois, avec des questions de langue qui se posent d'ores et déjà. Mobilité 这个词，你无法找到一个中文就一模一样的能跟法国或者英语这些国家的一致。我可能更趋向于用流动，因为我觉得移动可能只是这种。身体啊或者物理上的位移。从城市交通来看，虽然移动性这个中文的翻译可能不尽准确，但是它涵盖了这个 modality 它的大部分的研究的内容，包括城市空间的位移，还有城市交通，还有流动等等方面。我用流动性的话，可以加上它的社会因素在里面，就它这种位移所带来的它的。身份啊，社会地位啊，或者他的文化，然后慢慢去理清自己的研究思路。Cette multitude de compétences est à la fois une contrainte et une qualité pour mener à bien ce projet. 有大家这种合作的话，我觉得可能更宽、更广啊，更不同角度，从社会学的角度，从一个摄影的啊这样的，等大家从来信息量的这种方式上，对我的作品只有一个更开拓的。我觉得这对我来说是个帮助，特别是这些照片和艺术家，因为他们都属于那种创造性的职业，这种创造性的职业，他们看问题可能会脱离目前的社会框框架架，会让你的研究更丰富。En me proposant de travailler sur le projet de CCMMP, Jérémy me force à avoir une approche vraiment transversale de tout ce que j'ai pu collectionner. J'ai mis en place 4 grandes thématiques pour permettre à Thomas de se plonger dans la base de données, les déplacements du quotidien, les grandes distances, la vitesse et également la transition urbaine, puisque c'est dans un cadre d'urbanisation très rapide que prennent part tous ces éléments-là. Pour le projet CCMMP, il y a 4 sources principales. La première va être les publications d'époque. Ça comporte des livres de propagande, des études scientifiques, des recherches urbaines, des cartes postales, des posters, des catalogues de produits, des cartes de transport. Ça va principalement couvrir la période 1949 jusqu'au début des années 80. Une deuxième source va être une collection de photos studio. C'est des tirages qui étaient réalisés sur commande et qui, dans la plupart des cas, étaient recolorisés à la main. Ça couvre une période historiquement à peu près équivalente, 1949 jusqu'au début des années 80, parce que quand l'argentique populaire est arrivé, les gens ont beaucoup moins fréquenté les studios photos, ils étaient en mesure de prendre les photos eux-mêmes. La troisième source est Silvermine, cette collection de négatifs pris par des Chinois ordinaires et qui va couvrir la période 1985-2005. Et enfin, la dernière source sera la photographie contemporaine, le travail de photographes professionnels qui portent un regard sur la ville, la société et ses évolutions. En passant en revue ce million d'images, je me suis concentré sur les différentes représentations, utilisations, apparitions des moyens de transport. Je me suis bien sûr rendu compte, en regardant de plus en plus d'images, que la notion de mobilité ne se limitait pas au transport, mais pouvait s'approcher des sujets importants comme le tourisme, les infrastructures urbaines, les conséquences que la facilité de transport a pu avoir sur la forme du noyau familial. Nous avons organisé un forum d'experts afin de confronter nos idées avec des chercheurs chinois. 当代中国社会它是以流动为核心的，同时以技术方式来促进社会结构的大变化，从而形成当代中国大众生活方式的改变。On peut mieux écouter les gens, donc de leur intérieur, de savoir s'ils sont les bénéficiaires de ce changement de mobilité, de l'accélération en quelque sorte, mais on a vu l'exemple de l'accélération dans un sens pourrait être ralentissement pour d'autres.
用问卷方法呀，或者数据分析法，不能够很好的解释在每个人出现背后隐藏的一些故事和去重构他们那种生活场景。为了更好的了解这些，所以我们最后用的是深度访谈法。Suite au forum, avec les experts, m'est venue l'idée que les images pourraient être utilisées de deux manières différentes. D'une part, d'une manière désordonnée, c'est-à-dire que les 83 images soient mises dans une enveloppe et que les interviewés puissent tirer ces images, en choisir 5 et les commenter. Et une deuxième manière, c'est d'utiliser les mêmes images pour les thématiser et en faire une sorte d'album personnalisé de la mobilité en Chine. 这些照片可能很好的给了受访者一个视景、一个想象、一个空间、一个画面的这样一个构造，就很明白，我们要做什么。就是照片我们选一些主题。Il faut juste traverser le fleuve et ensuite on va dans une zone qui est un peu ravagée mais qui est assez intéressante. 这5个城市呢，是位于从地理学来看，正好位于中国的东南西北中，而且这5个城市是中国东南西北这5个区域里面典型的发达型城市和大型城市，人口聚集一点，所以是基于这样的一个考量，而且他们的一些很多的城市发展模式也成为周边地区的一种参考模型，可能对这5个城市的研究，把我们这个课题放在这样一个现代化的背景下，有更好的代表性。C'est une dizaine de personnes par ville, qui d'ailleurs donne lieu à certaines difficultés. D'une part, c'est l'accord qu'on peut avoir de la part des participants. Voilà, est-ce qu'on s'engage bien à respecter leur image, par exemple. Et puis également d'avoir pour nous une sorte de planning fixe par jour, ce qui est très difficile à obtenir à l'avance. 可能周边环境会很好奇你们在做什么东西，可能有时候会破坏我和受访者之间比较安静的一个环境，但是你没法去阻止陌生人对你的好奇。我就介绍一下CCMP 的这个成员，好吧？在这个研究过程中，我关注的是中国当代城市个体基于它空间移动基础上的一些社会特性的这样的一个研究。首先跟大家分享我们的调研过程。调研过程就介绍我们是3个人，在近2个月的时间去了5个城市，访问了46个受访者，在33个工作场景，一共进行了1到5次10个小时的工作时间。贯穿我整个访谈的主线问题有这些，是围绕他们的日常出行、长途出行和他们的用他们的人生来说，他们一种迁移呀，或者搬家，或者他们移动式生活。是我们家的就是那种，现在有时候原来我们出去移动是为了获取东西，但随着现代物流啊，或者随着现代的那种电脑技术发展，可能有东西是它来流动，你在这儿。很好玩的，很好玩的。哦，对，可能不能这么太新鲜了，感觉。Quand on a reçu le rapport sociologique, donc d'abord en chinois, on a organisé une série de réunions avec la sociologue pour voir un peu quelle avait été sa méthodologie. On s'est rendu compte qu'elle avait laissé une large part à la parole des interviewés, c'est-à-dire qu'elle voulait respecter un peu les concepts qu'ils utilisaient et leur vision du monde. Alors on a ensuite traduit le rapport en français. Et là, on a fait un travail assez important d'editing, donc où on a problématisé les questions de telle sorte de pouvoir faire émerger des résultats qui nous paraissent intéressants. Ce qu'il est ressorti de cette réorganisation, c'est un peu un rapport en 2 parties. Il y a une partie qui est assez importante, qui est consacrée plutôt à l'évolution des transports et des expériences mobiles des individus en lien avec cette évolution. Pour cette partie-là, les photos ont joué un rôle primordial, c'est-à-dire que tous les commentaires sont basés sur les photos. Ensuite, on a une seconde partie du rapport qui là va glisser vers des problématiques qui sont en lien avec la vie des individus, mais en relation avec l'évolution de la société et le système de gouvernance.
Au tout début, quand j'étais petite, quand on prenait le bus, on avait l'impression de connaître tout le monde. Il n'y avait qu'une ligne, je crois. Dès qu'on montait, on disait bonjour et on échangeait des nouvelles. On s'appelait oncle ou tante. Même le conducteur et la personne qui vend le ticket, on les connaissait. Mais après, les lignes se sont multipliées progressivement. On a eu l'impression que notre territoire s'étendait. Progressivement, on connaissait moins de gens et quand on rentrait, c'était comme être dans un environnement inconnu. De manière assez simple, on peut diviser les images qu'on a présentées en deux groupes. Des photos plutôt à caractère documentaire, photojournalisme, photos de propagande, photographie contemporaine. Des photos qui ont été prises dans l'intention de véhiculer d'un message, de traiter d'un sujet. Et puis de la photo de gens ordinaires, de la photo de tous les jours, qui viennent d'albums photos, qui viennent de studios photos, qui ont été prises pour enregistrer une personne, un moment. Dans le cadre de la photographie documentaire, on voit que les photos sont sélectionnées très souvent. Les gens s'identifient à un lieu, à une scène, à un message. Et quand ils vont devoir commenter cette image, ils vont finalement avoir une approche assez descriptive. Il y a encore des gens qui vivaient en dessous de l'échangeur. Je trouve qu'une ville comme ça est vraiment monstrueuse. Je trouve que l'échangeur est comme un immense monstre qui est brusquement apparu. Quand j'étais étudiant, le train vert était bondé et prendre le train était très dur. Je me souviens qu'une fois, je me tenais sur un pied et j'ai tenu comme ça pendant 17 heures. Donc ces photos-là ont vraiment une faculté d'illustrer le souvenir de la mobilité. Et finalement, elles ne délient pas les langues. Elles ne font pas plus que de montrer ce que la réalité était à l'époque. De l'autre côté, on a les photos des gens ordinaires, où là, il va plus s'agir d'un regard, il va plus s'agir de photos très banales, et on va avoir des commentaires qui sont totalement différents. Elles seront beaucoup moins sélectionnées, mais quand les gens les sélectionneront et les commenteront, ils vont parler de leur premier amour, ils vont parler de leur mère. En voyant ces images-là, les gens vont évoquer aussi des choses qui ont attrait au sens. Le toucher, l'odeur, on est dans des choses beaucoup plus intimes. On dirait que la personne qui se tient là se souvient de plein de choses du passé. Moi aussi, ça m'arrive de rester dans un endroit à regarder au loin, de vouloir me plonger dans mes souvenirs. Au premier coup d'œil, je revois le moment de mon premier amour, quand j'étais jeune, à 19 ans. À l'époque de mon premier amour, je m'asseyais dans le métro, je n'avais pas d'autre endroit où aller. J'allais et je venais dans le métro, puis, avec mon amoureux, on s'asseyait sur des marches en pierre comme c'est en toit. Finalement, on a perdu le contrôle sur un certain nombre de choses. Les photos qu'on pensait être les plus représentatives ne le sont pas nécessairement. Celles qu'on pensait qui allaient approcher des sujets délicats ont finalement évoqué des souvenirs plutôt doux. Ça a été une expérience assez enrichissante par rapport à l'image et à son pouvoir. 在我的整个调研过程中，我感触最大的，我可以想概括为3个方面。第一个就是我感受到的中国这种城市个体的生活这种移动成为一个主要的趋势性。这主要是体现在就是每个人可能现在都是移动与他的日常生活是息息相关的。比如说哈，就是在中国以前哈，可能都是属于单位制，可能从摇篮到坟墓，你就在一个固定的地方，你都没有很大的一个自己的出行的空间和移动。但现在呢，就随着交通工具的发展啊，随着中国这个户籍的政策的放松啊，以及还有人们这样的视野更多一点等等方面，现在就是这种成为一种主要的趋势，就是好像我们每天的生活都和移动密不可分，就每个人生活都需要移动。那其实在这种移动的趋势下呢，引发的我第2个最深的感触呢，就是这种移动方式
好像从我们日常生活中，从生活方式向消费方式的一个转变。我们知道，如果我们说出行是我们的生活方式的话，那就说明它就是必不可虚的，它是为了维持基本的生活。比如说，就以前我是为了看病，我得去医院；为了吃饭，我得去餐馆，就是目标性很明确。但如果我们把移动当做一种消费方式来作为研究对象的话，那它可能就不是那个必要性了，而是处于一种生活方式。一种的提升或者是一种改善。我们的调研过程中有很多人，他说自从高铁开通以后，我2个小时之内能到达的地方，本来我周末是没有出行计划的，就是因为它方便了，我是为了去而去。Maintenant, il y a le TGV entre Chongqing et Chengdu. Quand j'ai le temps, je vais passer le week-end à Chengdu avec mon mari.第3个我最大的感触就是在我刚刚前2方面谈这么大的一个趋势大下，人们的生活的感触出现一个很大的矛盾性。这个矛盾性体现在这种你看便捷性啊，或者是快速性、可达范围的广，给我们带来的生活的便利，我们的感受这种现代的科技的发展给我们带来的生活的改善。但同时我们也在困惑，就这种改善会让我们陷入到一个不停的去适应新事物当中。就其实人们在生活当中是有2种趋势的。一方面他是在求新，另一方面他又在求定，就求一个安稳的一个状态。但这种不断的一个变化让我们的心是无法安稳，所以在我们受访当中，我们的受访者经常就会提到一个，我们究竟该以什么样的节奏和一个什么样的心态去面对我们现在的生活。Un seul mot, rapide. Que ce soit dans la grande ville ou dans la petite ville, on voit de construction sans fin, l'expansion spatiale. Tout ça pour le développement économique. Je n'ai pas le truc trop rapide. C'est une rapidité qui n'est plus raisonnable. C'est une rapidité barbare. Wang Gongxin était formé au réalisme socialiste et à la peinture au départ, mais la vidéo lui permet de présenter de manière plus naturelle ses émotions et ses réflexions sur cette société. La mobilité, il a eu envie de la traduire à travers 3 notions. Ces 3 notions sont l'espace, le temps et la vitesse. Il observe la société chinoise notamment à travers ses contradictions. Il a souhaité en donner sa propre interprétation. Au départ, le sujet même de la mobilité et cette nouvelle réalité sociale l'intéressait. Dans son œuvre en général, il s'interroge beaucoup sur la frontière entre réalité fantasmée et représentation du réel. Le matériel iconographique de Thomas Sauvin ou les enquêtes sociologiques de Zhou Le l'intéressaient beaucoup, plutôt comme cadre de réflexion, comme moyen de donner un contexte spatio-temporel, mais pas pour utiliser directement cette matière, puisqu'il en aurait fait finalement un documentaire, ce qui n'était pas du tout son propos. Donc c'est vraiment source d'inspiration, source de réflexion. Son concept a été de jouer sur la notion de vitesse, sur l'essence même du changement, et de créer un dialogue nature-société, un dialogue nature-humanité, où les transformations ne suivent pas en même temps, ne sont pas perceptibles de la même façon, suivant chaque cas. Donc en fait, Wang Gongxin se demande comment ces changements, comment ce passage du temps plutôt va entraîner ces changements et s'ils sont visibles ou non. Des plans qu'il va prendre ou qu'il a pris à Pékin, à Shanghai, dans le Xinjiang, en Mongolie, vont être là pour alimenter son propos. Dans ces plans, on va trouver une alternance de paysages naturels, de rivières, de fleuves, de montagnes, de personnages en mouvement dans la rue, de danseurs, de promeneurs nocturnes, d'espaces habités, de flux dans le métro, dans les moyens de transport. Ce sont donc tous ces sujets. Et ces diptyques vont former une fresque où le temps va s'accélérer ou se ralentir suivant les différentes étapes. Il va projeter à 300% ou à 3% ou à des vitesses intermédiaires. Les tonalités vont aussi alterner entre noir et blanc et polychromie. Et les sons vont également alterner entre des sons très diffus, très doux et des sons hyper accélérés pour former une forme de grésillement et de son retraçant cette hyper vitesse.
En échangeant avec le Forum Vie Mobile sur les résultats de cette recherche, on s'est aperçu qu'il y avait 3 échelles d'analyse qui coexistaient. On a d'une part l'échelle macro, c'est-à-dire que la mobilité en Chine se transforme de manière extrêmement rapide sous l'impulsion autoritaire des pouvoirs publics. C'est une première échelle d'analyse. À l'échelle micro, l'expérience de la mobilité est marquée par le nombre et ses effets, c'est-à-dire les frottements et les besoins nouveaux qui naissent, congestion, règles de civilité, sécurité, mais participe aussi à la transformation de soi, c'est-à-dire les déplacements, les nouvelles technologies, ouvrent de nouveaux horizons, contribuent à une certaine forme de réussite, mais également à un sentiment d'isolement. Et on a une échelle intermédiaire où le sujet de la mobilité apparaît parfois comme révélateur et levier de discussion des dysfonctionnements du système de gouvernance en place. À l'origine du projet CCMMP, la question moi, qui me travaillait le plus, peut-être, et qui apparaît en filigrane de tout le projet, qui était une hypothèse, c'était de savoir s'il existait des liens évidents entre mobilité et modernité en Chine. Est-ce que la mobilité est un avatar de la modernité? Donc, je mettais derrière les termes modernité différentes valeurs, à la fois techniques, donc progrès technique, idéologique, au sens de peut-être de l'émancipation ou de revendication de certaines libertés, mais aussi des valeurs esthétiques, peut-être plus au sens qu'en donnait Baudelaire par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui fait nouveauté, qu'est-ce qui est actuel, avec toutes les difficultés que ça comporte. Les entretiens sociologiques montrent que les individus opposent volontiers leur mode de vie mobile à un mode de vie traditionnel, qui fait référence aux unités de production sous la période communiste, au noyau familial, et même à la religion. Donc ils associent la mobilité par cette rupture de style de vie à l'époque contemporaine dans laquelle ils vivent. Il faut une symbiose des différents modes de transport dans le développement des villes. Il faut que puissent coexister en rythme lent et en rythme rapide, les traditions et les hautes technologies, que les relations entre voisins soient harmonieuses, que soient prises en compte à la fois les gens et le paysage, le travail et la vie. Voilà, après ce tableau aux multiples yeux et oreilles, j'ai envie de commencer à donner la parole à Sylvie Landriève pour nous expliquer pourquoi le Forum Mobile s'est intéressé à la mobilité en Chine et quelles sont les valeurs qu'elles y voient. Donc le Forum de la vie mobile, je vous le rappelle, organise ces belles expositions que vous avez en ce moment aux archives et les photos que vous voyez dans le métro, mobilité, immobilité. Et dites-nous en plus. À vous l'honneur. Merci beaucoup. Peut-être que ce que je pourrais faire, en fait, c'est vous retracer un peu pour nous quel est l'enjeu, en fait, de s'intéresser à la mobilité. Après, je viendrai à la Chine. Mais nous, notre point de départ, en fait, c'est un diagnostic qui est qu'on pose sur la table. C'est-à-dire, on dit, voilà, au XXe siècle, il s'est passé quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et par ailleurs, on se demande vraiment si ça peut durer au XXIe siècle. Donc au XXe siècle, d'un seul coup, on se met à beaucoup plus se déplacer grâce à la vitesse. Donc vous allez retrouver bien sûr des termes qui apparaissent en filigrane tout au long du documentaire de Jérémy. Et donc qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que comme on se déplace plus rapidement,
on pourrait dire on gagne du temps, donc on va aller, tout simplement on va gagner du temps et puis on va faire autre chose. En fait, on ne gagne pas de temps, on va de plus en plus loin. Et donc, à telle enseigne qu'on habite quelque part, on travaille dans un autre endroit. Quand on a des enfants qui sont grands, le plus souvent, ils habitent dans un 3e endroit. Nos parents habitent dans un 4e endroit, nos beaux-parents dans un 5e. Puis on va en vacances dans un 6e, puis l'année d'après dans un 7e, l'année d'après dans un 8e, sans compter les week-ends que de temps en temps on va. Alors, si on est riche et qu'on a une résidence secondaire, on peut aller dans ce 10e endroit. Si on est moins riche, malgré tout, de temps en temps, on va voir des amis, etc., etc. Et tout ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'on peut se déplacer rapidement et revenir à notre point de départ. Donc en fait, la particularité du XXe siècle pour nous, c'est qu'on a des vies qui sont dispersées dans l'espace et que c'est possible à cause de la réversibilité des déplacements. Donc, alors bien sûr, si on fait partie de la population la plus fortunée, on a accès à l'avion. Et donc on va pouvoir effectivement aller en week-end à Amsterdam ou en week-end à Saint-Pétersbourg. Et si on est, mais même si on n'est pas très riche, on a une voiture, c'est 95% des déplacements en Occident, et donc on va pouvoir quand même faire des distances relativement significatives. Et donc pour nous, en fait, ce diagnostic-là, en fait, c'est vraiment les modes de vie du XXe siècle. Il se trouve qu'ils ont énorme. Alors bien sûr, c'est une liberté formidable, on s'en est tous saisis, mais de plus en plus, on égrène toutes les externalités négatives ou tous les impacts négatifs que cette mobilité sans limite. Quand je dis sans limite, c'est au sens où, au moins pendant quelque temps, le coût des transports n'est pas très significatif. On vient d'avoir des épisodes en fait en France qui montrent que dès que ça se tend, ça devient compliqué. Et donc en fait, les externalités, nous remontent un peu à la surface de plus en plus fréquemment, de plus en plus souvent et de plus en plus fortement. Alors c'est des externalités individuelles. Se déplacer beaucoup, c'est quand même stressant, c'est fatigant. Pour être très mobile, il faut souvent avoir un conjoint, un voisin, un ami, un parent qui l'est pas trop, parce que si on va loin dans la journée, par exemple on va à Lyon dans la journée, ça va être un peu compliqué d'être certain de récupérer ses enfants, par exemple le soir à la crèche. Donc il faut que quelqu'un soit sûr de les récupérer. Donc en fait, notre propre mobilité, elle dépend de l'immobilité d'autres personnes. Donc voilà, c'est un exemple d'impact négatif sur la personne, c'est-à-dire que c'est vraiment très stressant. Et ce qu'on voit, c'est que tous ceux qui peuvent vont essayer de maîtriser cette mobilité, et que par contre, ceux qui ne peuvent pas, ils vont la subir. Mais c'est aussi des impacts négatifs au niveau mezzo, on va dire. Alors ça, vous les connaissez par cœur, c'est la congestion, c'est les encombrements, c'est la pollution locale. Et puis maintenant, de plus en plus, on met sur la table les impacts négatifs au niveau planétaire, et en particulier le réchauffement climatique avec l'augmentation des gaz à effet de serre, en particulier dû à l'avion. Et donc nous, notre sujet, c'était de nous dire, finalement, on a organisé nos modes de vie contemporains comme ça en Occident parce qu'on était les plus riches. On avait accès à un pétrole pas cher ou à l'énergie nucléaire pour le train. Et donc les pays émergents, en fait, est-ce qu'ils vont inventer des modèles alternatifs ? Est-ce qu'ils vont suivre la même pente que nous ? Est-ce que, alors que nous, on est en train de se poser la question de savoir comment se sortir, au moins partiellement, de systèmes dans lesquels on s'est finalement fait complètement enfermer par la technique, est-ce que, en fait, d'autres pays, d'autres structures vont sortir ou ne pas passer par le même chemin. Et la Chine, pour ça nous intéressait beaucoup, parce que c'est un très grand pays, que d'un seul coup, que finalement, c'était pendant longtemps un autre modèle, puisque on le voit sur certaines des images qui apparaissent tout au long du documentaire, comment le moyen de transport principal, c'était le vélo. Et donc, donc on se disait, depuis les années 80, il y a eu un changement, en particulier un changement politique,
qui s'est traduit aussi par un changement économique. On a décidé de laisser, alors donc nous, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, j'ai 3 personnes à côté de moi qui le sont, mais disons que voilà, ce qui nous intéressait, c'était en quoi le changement politique qui a même incité toute une partie de la population à changer d'endroit, allait se traduire par d'autres formes ou les mêmes formes urbaines et les mêmes formes de mode de vie. Et je dirais la conclusion qu'on en tire, c'est que alors il y a l'hypothèse qu'évoquait Jérémy, c'est-à-dire est-ce que la mobilité c'est la modernité? On va dire que on a l'impression qu'on peut dire quand même un peu oui. C'est-à-dire qu'on le voit sur un certain nombre des photos qui ont été mobilisées dans le cadre de la méthode de photo-éllicitation des interviewés. Quand on voit qu'on fait photographier dans un studio son enfant de quelques années aux commandes d'un avion, on voit bien que on se projette dans un univers, on le projette et on se projette dans un univers que l'on espère atteindre. Et puis on voit bien, donc à la fois on va dire oui, puis à la fois on voit bien que la grande différence par rapport à ce qui s'est passé en Occident, c'est que la transformation, elle semble, on va dire, identique, mais dans un temps beaucoup plus court, on va dire 30-40 ans au lieu de 120, 130, 140 ans, et puis à la taille de la Chine. Donc c'est XXL, quoi. XXL en termes de hauteur de bâtiment, en termes de flux de population, et donc de flux de transport. Et alors si je déroule, vous m'interrompez, surtout n'hésitez pas. Si on va jusqu'au bout, alors on revient à notre question d'impact et d'externalités négatives. Les externalités négatives, elles sont XXL aussi. C'est-à-dire que la pollution, la congestion, on a des embouteillages d'une centaine de kilomètres qui peuvent durer plusieurs jours. La pollution, à Pékin, on a un jour sur 2 où on ne voit pas à quelques mètres. Il y a aujourd'hui, je crois, maintenant, plusieurs dizaines de milliers d'émeutes ou de manifestations sur les questions environnementales en Chine. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais par contre, ce qui me semble, et c'est ce qui nous intéressait, c'était... Alors, est-ce que c'est un modèle alternatif? Clairement pas. Les externalités sont les mêmes en pire, mais surtout, en fait, le modèle occidental, il n'est pas atteint. Par exemple, si on prend le taux d'équipement en voiture, et même si, aujourd'hui, je crois qu'il y a, ça doit être 29 millions de voitures neuves achetées chaque année en Chine, donc c'est bien sûr gigantesque. Malgré tout, le taux d'équipement, il est extraordinairement plus bas que le taux occidental. Et surtout, il n'est pas possible qu'il atteigne le nôtre pour des raisons matérielles. Il n'y a pas sur Terre suffisamment de matériaux pour produire assez de voitures pour que tous les Chinois puissent se promener en voiture comme nous le faisons. Donc, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de pétrole, etc. Donc, en fait, nous, la question qu'on pose, déjà, nous, on se disait, mais comment on va atterrir ? C'est-à-dire comment on va sortir de ce modèle, comment on va sortir de cette organisation de modes de vie qui ne sont pas du tout soutenables, mais qui ont organisé durablement les territoires autour de déplacements rapides. Comment on va se sortir de ça, comment on va ralentir, et alors a fortiori, comment la Chine va le faire. Merci Sylvie pour cette mise en bouche très, très bien documentée. J'en viens du coup à me tourner vers Thomas Sauvin, artiste. On vient vous parler de mobilité comme collectionneur de photos, voire récupérateur de photos dans les décharges publiques. Ça vous donne envie de quoi? De fuir? C'est pas la première aventure un peu saugrenue dans laquelle Jérémy m'implique. Donc j'ai été rompu à l'exercice. Non, blague à part, moi j'ai constitué cette collection. On est amis avec Jérémy depuis pas mal d'années. Il a sa pratique en qualité d'urbaniste, j'ai ma pratique en qualité de collectionneur et d'artiste. Et assez rapidement, on a identifié le fait qu'il pouvait y avoir des points de rencontre assez intéressants entre
entre ces deux pratiques. La première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était notamment sur un projet de web documentaire initié par Victoria Jonathan et Émile Anguillerme, financé par France Culture, web documentaire qui s'appelle Pékin sans transition. Et l'idée était donc de ponctionner, de sélectionner non, je dis déjà des bêtises, 7 photos, peu importe, issues de cette archive de négatifs que j'ai récupéré dans une zone de recyclage au 5e périphérique nord de Pékin sur une période de 10 ans, et d'identifier les lieux où ces photos ont été prises, de réaliser des vidéos exactement au même endroit avec le même angle de vue et à l'aide du web documentaire d'avoir un réglet vertical qu'on peut balader comme ça sur l'écran pour voir un peu qu'est-ce que le lieu était avant et qu'est-ce qu'il est devenu. Cette espèce de façon ludique de présenter un lieu avant et après était accompagnée d'une présentation, d'une lecture urbaine de ce lieu où Jérémy explique un peu ce qu'il faut noter dans ces transformations pendant 90 secondes. Donc on est arrivé avec cet exercice-là à la conclusion qu'on pouvait partir de photos assez banales, très intimes, et les utiliser d'une certaine façon qui pourrait nous permettre de réveiller la mémoire collective, et de deux, éventuellement accéder à quelque chose qui dépasse même le cadre de la Chine et qui a un sens relativement universel. Et donc je crois que c'est sur cette base-là que Jérémy a mûri cette idée, l'idée du projet CCMMP, dont il est l'auteur, dont il est le chef d'orchestre, et l'utilisation de l'image lui a paru intéressante. Moi, pour avoir passé pas mal d'années en Chine, 12 ans en Chine, j'ai collectionné énormément de photos, et alors que j'étais entouré d'énormément de gens, d'énormément de Chinois qui avaient plutôt tendance à vouloir regarder vers l'avant, regarder vers le futur, ce qui, je pense, est plutôt une bonne chose. Moi, je me suis autorisé de regarder un peu en arrière. Et finalement, je crois que Jérémy a fait la même chose avec ce projet. On réfléchit à la mobilité, au futur des mobilités, mais pour faire ça, on prend le temps de s'asseoir et de regarder un petit peu ce qu'on a derrière nous. Alors, comme je le disais dans le documentaire, la proposition était assez inattendue, assez intéressante pour moi. L'album de la mobilité, si la mobilité pouvait avoir un album de famille, à quoi est-ce qu'il ressemblerait, de quoi est-ce qu'il serait constitué, et donc il y avait cette approche transversale où finalement, peu importe l'auteur de l'image, peu importe le contexte dans lequel elle a été prise, peu importe ce qu'elle cherchait à documenter, toutes ces photos étaient décontextualisées pour servir un but unique, celui d'avoir un album qui permet d'approcher une multitude de facettes de la mobilité. Et donc c'est pour ça que ça a permis finalement la réunion de photos qui, en théorie, cohabitent relativement mal, de la photographie de propagande, une photographie beaucoup plus critique faite par des photographes contemporains ou par des photojournalistes. Donc une vision très grandiose d'un côté, une vision beaucoup plus noire et très critique de l'autre, et la photographie anonyme au milieu, que ce soit les négatifs qui soient récupérés dans la zone de recyclage ou alors les photos qui proviennent des studios qui, je pense, sont un liant assez important à cet objet, puisque là,
c'est des images qui ont été finalement réalisées pour enregistrer un moment heureux. On a toujours cette personne qui trône au milieu de la photo, qui regarde l'objectif, qui sourit, et c'est finalement ce qui va se passer de manière relativement accidentelle derrière cette personne qui va nous intéresser et qui je crois, a réveillé un certain nombre de souvenirs chez les citadins qui ont été interviewés. Je me tourne vers le chef d'orchestre de ce projet, Jérémy. Dans les expressions de Thomas, on a l'impression d'une profonde culture chinoise. Moi, j'ai l'impression d'écouter comment on fait de la calligraphie. Eh bien, on fait un mouvement en arrière pour pouvoir se poser la question de ce qui va vers l'avant. Pour comprendre la mobilité, on la fige dans un album. C'est le retour en arrière qui permet de s'interroger sur ce qui va vers l'avant. Donc comment se met en place un projet dont rien que l'énoncé est complètement chinois, et comment tu arrives à le partager avec des chercheurs? Alors déjà, c'est totalement en lien avec ma vie en Chine, parce que j'ai vécu assez longtemps en Chine, et j'ai, comme Thomas et comme d'autres, on a vécu les transformations chinoises de manière assez radicale. Et c'est vrai que le projet est intervenu, ou la commande du forum est intervenue à un moment où on expérimentait le train à haute vitesse qui venait de naître en Chine, hein, et en même temps le 4G, etc. Tous ces trucs-là qui n'existaient absolument pas quelques années avant. Avant, entre Shanghai et Pékin, on mettait un temps incommensurable. Aujourd'hui, et en 2013, on mettait assez peu de temps. Donc assez vite, je me suis rendu compte que il y avait cette transformation. Et c'est vrai que là, avec la rencontre avec le forum, l'idée c'était plutôt de travailler sur le futur des mobilités, mais je voyais pas comment travailler sur cette question de l'avenir sans faire une sorte de retour en arrière et d'aller regarder, mais je dirais presque de manière psychosociologique. J'avais envie d'aller voir, d'aller sonder la pensée et la psychologie des gens qui étaient qui m'entouraient. Et comment on peut vivre de telles transformations. Donc c'est vrai que, par ailleurs, moi, dans mes projets, j'aime bien la place de l'image, la place de la représentation de la ville, comment narrer la ville, en fait. Ça peut être en Chine, mais ça peut être aussi ailleurs, mais comment raconter une évolution. Et dans le cadre de la mobilité, ce qui est intéressant en Chine, c'est que donc on est à la fois assailli de nouvelles expériences mobiles, et en même temps on est aussi assailli d'images de cette expérience. C'est-à-dire que dans l'espace public, la mobilité est vraiment mise en scène par la propagande, par plein de choses. Donc assez naturellement, quand est né ce projet, je me suis tourné vers Thomas parce que j'avais envie de combiner l'étude de ces expériences mobiles avec l'image et comment mettre ça dans un même projet. Ça, c'était l'idée de départ. Mais assez vite, je me suis rendu compte que l'image pouvait être à la fois un outil de travail et en connaissant Thomas et en ayant travaillé avant ensemble, on avait déjà eu cette expérience-là, et en même temps une finalité aussi. Hein, et c'est ce qu'on a présenté, et c'est ce qu'on présente actuellement au musée des Archives nationales. Alors après, ça c'est un peu la grande idée. Ce qui est compliqué, c'est de l'orchestrer. Et bon, un projet comme ça pose énormément de problèmes en fait, et des problèmes qui sont liés à la fois au fond et à la forme. Parce que on va avoir des problèmes de sémantique. Hein. Juste la question du concept de mobilité, c'est un champ d'investigation qui est relativement nouveau, on peut dire, en Europe. Nous, on se basait plus sur une définition je dirais de Vincent Kaufmann sur le fait que la mobilité est un franchissement de l'espace qui va induire une transformation sociale et une transformation du rapport qu'on va avoir aux autres, au temps, etc. Mais c'est vrai qu'en Chine, on n'a pas réellement
voilà, il n'y a pas un mot qui va définir ça. Donc on le voit assez bien dans le documentaire. Le projet partait très très mal en fait, parce que quand on discutait entre chercheurs et artistes, personne n'était d'accord sur le même terme. On utilisait tous un terme différent. Entre une géographe, elle va parler d'accessibilité. Thomas va plutôt parler au début de transport, puisque c'est ce qui se matérialise sur les photos. Voilà, moi je vais être plus sur les liens entre ville et déplacement. Et puis, par exemple, l'artiste, lui, il va voir ça comme un mouvement physique. Et la sociologue va parler de mobilité sociale, parce que c'est une grande tendance en Chine d'études, où on étudie notamment les migrations campagne-ville. Donc voilà, comment on va se mettre d'accord sur les concepts? Ça, c'est une question très difficile. Et bon, au final, on a choisi un terme relativement neutre, qui est bouger et se déplacer, donc yidong. Il y a cette question-là qui renvoie aussi à la question de l'interculturalité, parce qu'on se comprend pas forcément entre Chinois et Français. Ça pose aussi des questions par exemple, quand on reçoit j'en parle dans le documentaire, mais les rapports écrits en chinois, qui sont souvent des rapports quand même à tiroir. Ça nous avait fait penser d'ailleurs à la préface du livre Les mots et les choses de Foucault, où il parle d'une certaine encyclopédie chinoise, et qui est, c'est un texte assez hilarant, je vous le conseille, où voilà, il va parler d'un manque de hiérarchisation totale des différentes classifications d'animaux. Et donc on avait pensé à ce texte-là quand on a reçu le rapport sociologique, et c'est pour ça qu'on a été obligé de bien le lire, de comprendre comment il était fichu, et ensuite de faire une traduction où on a vraiment sélectionné, édité et essayé de mettre en œuvre quelque chose qui ressemble plus à nos codes, à nous d'occidentaux. Mais ça c'est des difficultés, disons, qui vont avoir un impact assez direct sur la production du projet, mais ça nous questionne aussi, je pense, en tant qu'occidentaux, et puis en tant que quel rapport on va avoir à la Chine, et inversement, comment les Chinois avec qui on travaille peuvent s'adapter à nous, ou comment nous on va s'adapter à ça. Donc ce type de projet pose vraiment ces questions-là et renvoie à des questions profondément culturelles, je pense. Oui, c'est clair, on le voit bien dans le film, et tu le mentionnes bien avec le terme. Est-ce qu'on va parler de fluidité à propos de la mobilité ou de mouvement? On n'est pas dans le même imaginaire, justement, ni dans la même représentation. Et faire travailler comme ça des sociologues, des peintres, comment eux ont pris le sujet? Comment est-ce que c'était... ça leur paraissait normal, ou est-ce que c'était une expérience amusante? Bon, enfin, tu connais bien la Chine, mais je pense qu'il y a une réelle ouverture d'esprit, et je pense qu'il y avait une idée juste d'expérimenter les choses. C'est-à-dire, moi, j'ai posé une sorte de cadre général, et puis après, tout le monde avait un peu sa partie, et puis après, j'ai regardé comment tout ça pouvait s'articuler. Mais ça pose aussi la question de l'interdisciplinarité, parce que la grande question qu'on s'est posée, et Thomas pourra réagir à ça, c'est est-ce que entre artistes et chercheurs de différentes disciplines, est-ce qu'on doit arriver à un résultat qui soit unifié et commun, ou au contraire à un résultat où finalement chacun reste un peu dans son domaine? On n'a pas réussi, évidemment, et ça c'est les contraintes, on n'a pas réussi à arriver. Moi, j'avais le fantasme d'arriver à un projet où on aurait un résultat unifié. Ceci dit, ça, non, mais j'allais y venir, c'est que ça converge réellement dans l'œuvre qu'a créée Wang Gongxin, qui s'est inspirée donc de l'étude sociologique, qui elle-même s'est inspirée des photos et s'est servie des photos. L'œuvre de Wang Gongxin, l'œuvre vidéo donc aux Archives nationales, elle va montrer ce que lui a décrypté comme le fait que les interviewés se sentaient coincés dans leur propre mobilité, entre, et ce que dit la sociologue, entre vouloir toujours plus de mobilité, mais vouloir aussi de la stabilité. Et je pense que l'œuvre
retranscrit très bien ce fait-là. Mais dans la pratique du projet, disons, Wang Kong-sin était absolument contre le fait qu'on produise quelque chose tous ensemble et qui soit totalement commun. Je pense que ça, ça faisait partie un peu du pari de départ, de mobiliser la dimension artistique, que ce soit par la collection de photos de Thomas ou par le travail de Wang Kong-sin. Mais c'est vrai que, je dirais, les deux œuvres, on peut dire, c'est-à-dire l'album de photos, en fait, et puis l'œuvre de Wang Kong-sin, je dirais, finalement, à mon avis, enfin, je veux dire, je vous invite à aller les voir à l'exposition, font ressentir ce qu'on a dit, en fait. Et l'œuvre de Wang Kong-sin, très clairement, elle montre l'emprisonnement dans lequel les modes de vie sont quand ils sont uniquement structurés par la vitesse des déplacements. Et on sent comment aussi l'ambivalence avec la nostalgie d'une époque précédente, plus en lien avec la nature. Et l'album photo, je dirais, montre aussi comment on va dire cette ambivalence-là, l'ambiguïté. Alors après, c'est pas un résultat scientifique au sens classique, mais pour le coup, nous, c'était très inspirant en fait de pouvoir le donner à voir de cette façon-là, aussi pour toucher un public beaucoup plus vaste que le public de la recherche en fait. Et on verra si l'exposition marche autant qu'on l'espère. Mais disons que pour l'instant, c'est le cas. Et effectivement, ça fait entrer... nous, c'est vrai que notre problématique, notre question, c'est de mettre la problématique à l'agenda. On veut essayer de montrer qu'il y a un problème, en fait. Comme on dit souvent, les sociologues, c'est ceux qui se disent tiens, il y a ce que tout le monde trouve normal, le sociologue, il peut trouver ça bizarre. Et donc là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on trouve que la place des déplacements dans les modes de vie, c'est bizarre, en fait. Ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne va pas forcément durer. Il y a quelque chose, il y a une sorte de moment de la mobilité qui est lié à ce qu'on a structuré au XXe. Et en particulier les architectes et les urbanistes, et en particulier les fanats de la ségrégation fonctionnelle des espaces. Et en fait, on peut pas s'empêcher de penser que c'est bizarre, qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, que pendant 5000 ans, les 5000 ans ou plus qui ont précédé, on ne vivait pas comme ça, et on ne vivait pas avec cette réversibilité sans fin des déplacements. Et je trouve que aussi bien l'album, le film documentaire de Jérémy que l'œuvre de Wang Kong-sin aident à faire sentir ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'œuvre, je me rappelle à l'époque on en avait parlé, mais est aussi assez représentative d'un mouvement beaucoup plus global et qui dépasse complètement le cadre chinois. Et peut-être, par exemple, ce qui est très fort en fait pour nous dans l'œuvre de Wang Kong-sin, c'est que souvent dans une exposition, parce que ce que dit Jérémy sur la difficulté de traduire mobilité, on a la même difficulté même en France en fait, en restant juste en français, en parlant entre chercheurs français francophones, personne ne donne le même sens aux mots. Et le plus souvent, en gros, on parle de mobilité pour parler de transport parce que ça fait plus moderne. Mais et donc en fait, c'est juste compliqué de toute façon de faire. Donc nous, le sens qu'on y donne, c'est la place des déplacements dans les modes de vie. Et comment Kaufman, donc tu l'as rappelé, donne une autre définition, Creswell donne une autre définition, John Urry donne une autre définition. Donc en fait, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelque chose, donc ce que je voulais dire pour l'œuvre de Wang Kong-sin, il nous montre pas des locomotives, il nous montre pas des voitures, il nous montre pas, c'est pas ça qu'il montre. Et donc c'est en ça que c'est assez fort. Il a capté exactement ce que nous on essaye de mettre à l'agenda, la vitesse du mouvement. Ouais, et non pas le changement lui-même. D'ailleurs, dans les résultats des enquêtes, ce qui est très intéressant, c'est que le changement, finalement, est assez peu critiqué. Parce qu'on n'a jamais, par exemple, un propos qui va dire c'était mieux avant, parce que c'était pas mieux avant. Matériellement, il y a des gains, etc., qui permettent un certain confort de vie. Donc, ils vont pas forcément directement critiquer le changement, mais par contre, la vitesse du changement. Cette vélocité, cette rapidité du changement, et donc ça, l'œuvre le retranscrit, je pense, assez clairement, quoi.
Et je pense justement dans cette enquête multidirectionnelle, est-ce que du côté des chercheurs chinois ou des artistes chinois que vous avez associés, ça a suscité des réactions auxquelles vous n'étiez pas préparés? On peut citer une anecdote qui s'est passée pendant un des forums d'experts où on a montré, donc on avait fait 2 espèces de réunions avec différents forums un peu externes pour présenter l'avancée du projet. Et il y avait un anthropologue qui, en passant en revue nos images, nous a dit ça c'est, ce sont des photos, on dirait une base de données prise par des colons, quoi. Voilà. Donc c'est un peu de colonialisme, alors ce qui que était assez intéressant. C'est intéressant comme réaction, parce que alors que ce sont des photos prises par des Chinois, la plupart, hein, enfin je veux dire, elles sont toutes uniquement prises par des Chinois. Par contre, le fait de les réunir et de les détourner de leur utilité initiale pour essayer d'approcher ces questions était effectivement quelque chose qui a un peu suscité sa réaction. C'était assez surprenant, c'est assez intéressant. Mais après, ta question elle concerne plutôt sur aussi les artistes et les chercheurs. Est-ce qu'il y a eu des points de blocage? Est-ce que moi j'ai pas trouvé. C'est un peu la force je pense de ce travail-là, c'est que finalement tout le monde s'est un peu adapté et s'est imbriqué voilà, dans les étapes et a choisi d'être le plus ouvert possible dans sa pratique. Et je pense que ce type de projet remet même en question ou en perspective les pratiques de chacun. Voilà, la sociologue Jo Le, je pense que voilà, il y a un peu un avant et probablement un après ce projet. Et pareil pour la géographe qui a travaillé avec nous. Donc ça questionne aussi à chaque fois les pratiques, quoi. Oui, parce que l'interdisciplinarité dans le mode de fonctionnement chinois est pas forcément privilégiée ni facilitée. C'est pas ce qui va permettre d'avoir des promotions. Et du coup, c'est consacrer du temps à quelque chose qu'on comprend pas au départ, a priori. Ouais. Mais moi-même, je le comprenais pas nécessairement. C'est-à-dire que j'avais pas. Non, mais l'interdisciplinarité, on en parle beaucoup aujourd'hui. Peut-être que voilà, dans les années, c'est très compliqué. Et moi, j'ai même pas pensé à utiliser le terme interdisciplinarité au départ. Je me suis dit, j'ai besoin de photos pour répondre à une question et j'ai besoin de créer un objet final qui va pouvoir illustrer notre travail. C'était ça ma question, mais je me suis pas dit, je vais travailler avec plein de chercheurs différents, etc. J'avais des questions auxquelles j'avais envie de trouver des réponses et solliciter différents chercheurs permettait d'arriver à ça, mais sans consciemment me dire je vais faire de l'interdisciplinarité. Je pense que, et notamment d'ailleurs en sciences humaines et sociales, je pense que sciences humaines et sociales, c'est quand même assez difficile. On a beaucoup de projets interdisciplinaires qui sont sur sciences dures et arts, mais voilà, des expériences physiques qui vont se transformer en œuvres d'art. On a vu Olafur Eliasson pendant la COP21 par exemple, qui avait mis des icebergs qui fondaient devant la place du Panthéon. Bon voilà, ce type de projet, il y en a beaucoup, mais je pense qu'en sciences, après du coup je me suis renseigné, mais en sciences humaines et sociales, art-sciences, je pense que c'est assez rare, et d'où la difficulté, c'est-à-dire que moi, en tant que chercheur, je peux pas vraiment faire comme on dit de manière moderne, mon benchmark. Je peux pas aller regarder réellement ailleurs comment tel et tel chercheur ont fait, quelles ont été les difficultés. Je crois qu'il y avait quand même, dès le début, on en a pas mal parlé, c'est un mot qu'on n'a pas finalement beaucoup utilisé aujourd'hui, mais il y avait quelque chose de très expérimental dans la démarche, c'est-à-dire que assez rapidement, on s'est assis autour de la table et on a compris que ce que tu nous proposais allait forcer tout le monde à travailler de manière très différente de celle qu'on avait l'habitude de pratiquer. Moi, une utilisation très différente des photos. La sociologue, pour la première fois, n'allait pas travailler avec son questionnaire à réponse
réponses choix multiples proprement organisées. Les interviewés allaient finalement devoir répondre à des questions, mais dans un contexte assez particulier où on allait leur mettre entre les mains un objet intime et qui, on l'espérait, allait réveiller des souvenirs parfois assez personnels, assez intimes. Et c'est en fait... Ouais, tout ça était assez expérimental, avec vraiment je pense, pour effet d'obliger tout le monde à sortir un peu de ses habitudes. Mais après, je pense qu'on peut rentrer un peu dans le détail des photos et de l'utilisation des photos, mais c'est vrai qu'aborder le sujet de la mobilité comme ça, avec l'idée c'était, moi je vous l'ai dit, j'avais envie de faire parler les gens. Hein. Et le fait d'utiliser les photos était absolument essentiel parce que ça leur a vraiment permis de se plonger dans un sujet, d'autant plus qu'en Chine, il y a vraiment un manque d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne sollicite pas le point de vue de l'individu. Les gens étaient les interviewés étaient complètement décontenancés au départ quand on leur demandait « Ne nous racontez pas la grande histoire chinoise, racontez-nous votre histoire à vous ». Et les photos ont permis petit à petit aux personnes de s'accoutumer au sujet qu'on avait envie de traiter et d'être non pas totalement directif mais semi-directif et de permettre que eux piochent dans certains sujets qui les affectaient particulièrement. Donc le rôle des photos, je pense, a vraiment extrêmement bien marché et a permis de délier les langues. Ouais, mais moi, évidemment, avec mon obsession éternelle pour la photo, quand on a reçu, quand tu nous as soumis ce document où il y avait finalement donc toutes les photos, le nombre de fois où elles avaient été sélectionnées et les commentaires qui étaient associés, c'était quand même assez amusant de voir que nous, on avait fait cette sélection en choisissant un certain nombre de photos pour plutôt aborder des sujets positifs, un certain nombre de photos pour aborder des sujets délicats, et on s'est finalement rendu compte que certaines photos étaient sélectionnées et éveillaient des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas. On a fait référence à la photo de cette mère et de sa fille qui sont dans le métro à Shanghai, qui a évoqué un premier baiser chez un des interviewés. Mais une des photos qui a été la plus sélectionnée, qu'on a déjà vue une ou deux fois, est une photo d'une grande résidence à Shanghai, avec des bâtiments de 80 étages et un parking rempli de voitures relativement bien organisé. Et je crois qu'on peut dire qu'on a sélectionné cette photo parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant dans le paysage urbain que ça peut donner à voir. Et elle a été sélectionnée plus d'une quinzaine de fois, je crois, avec des remarques qui étaient très très claires en disant « ça, c'est l'objectif de ma vie ». Avant de mourir, je veux avoir un appartement et une voiture ici. Donc finalement, ce qu'on avait sélectionné pour délier un peu les langues sur des sujets qui nous semblaient problématiques, ont été utilisés de manière parfaitement opposée. Puis je complète, ce qui est intéressant, c'est l'espèce de double ou triple décalage, je sais pas comment dire ça, c'est que les photos, elles ont été prises par des photographes ou des gens anonymes, elles veulent dire quelque chose. Ensuite, nous, on utilise ces photos et on les utilise pour dire quelque chose, et ensuite les interviewés en disent autre chose. Donc on a cette espèce de chaîne où finalement l'image originale est complètement détournée, quoi. Oui, c'est un support, et du coup je me banalisais, et d'autant plus riche dans sa banalisation de multiples anonymats. Est-ce que la démarche vous a enthousiasmé quand elle vous a été présentée? Vous étiez sceptique, ou ça vous a permis aussi de découvrir des réalités, des imaginaires que vous n'aviez pas nécessairement en tête sur la Chine? Alors nous, on n'était pas sceptiques du tout au départ, en fait, peut-être inconscient, mais c'est-à-dire que
c'est un des projets en fait qui a mixé en fait le plus la dimension artistique avec les dimensions scientifiques, puisque la collection de Thomas en fait sert dans l'enquête de la sociologue à faire parler les interviewés. Donc non seulement c'est on va dire un livrable pour parler classiquement, ou un produit de restitution, l'album photo, mais il a fait partie intégrante en fait du dispositif de recherche. L'œuvre de Wong Gong-Sing, c'est pareil. Donc non, en fait, on était assez enthousiastes dès le départ. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tant de projets que ça qui sont aussi compliqués. Vraiment, merci à Jérémy en fait de l'avoir mené. Mais on est très content du résultat en fait. Non, mais ce qui est compliqué, on peut le dire, c'est que c'est à partir de toute cette masse d'informations, voilà, qu'est-ce qu'on va en retirer, quoi. Qu'est-ce qu'on en retire. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal, en étant à la fois chef d'orchestre, acteur du projet, etc., à aller chercher l'essence. Et je pense que le Forum Fimobile a fait quelque chose de vraiment très intéressant. C'est qu'ils ont sollicité des chercheurs externes qui, eux, ont pris toute la matière et sont allés la regarder voilà, avec leur regard d'expert et d'expertise. Effectivement, à un moment, l'équipe était un peu noyée dans la masse des choses produites. Et effectivement, on a fait revisiter en fait, l'ensemble des produits, des interviews, de la base photo, plus un document qui présente en fait les portraits en fait qu'avait fait Jérémy. Donc on les a fait revisiter d'une part par des sociologues de la mobilité qui eux vraiment sont partis des documents bruts pour essayer d'en faire une analyse avec tout l'arsenal conceptuel de la sociologie de la mobilité. Et on a fait la même chose avec un sinologue, donc un autre sinologue. Voilà. Non, mais et du coup, peut-être qu'on peut parler un peu des résultats qui sont ressortis, parce que à la lecture justement des rapports externes qui avaient été faits, moi, il y avait 3 constats qui m'avaient paru vraiment intéressants. Le premier, c'était donc effectivement ce passage d'une mobilité totalement rationnée à une mobilité totalement généralisée, c'est-à-dire que la mobilité, alors qu'elle était il y a à peine 30 ans, voilà, elle se faisait dans son quartier sur des distances courtes, elle n'était pas motorisée, etc. On passe à une mobilité qui devient centrale dans la vie des gens. Donc ça c'est un premier constat. Et les interviewés, eux, voyaient 3 facteurs. Les questions les assouplissements administratifs liés au RUCO, donc une espèce d'assouplissement administratif qui autorise aujourd'hui les gens à bouger, alors que avant les réformes économiques, on n'était pas dans ce cadre administratif-là. On a aussi comme facteur l'exode rural, campagne-ville, qui est extrêmement important. Et puis on a bien sûr associé à ça la construction d'un système de transport extrêmement moderne et qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus étendu qu'autrefois. Donc voilà, premier constat, mobilité rationnée à mobilité totalement généralisée. On a un deuxième constat que je trouve intéressant dans les rapports d'études, c'est le fait que les déplacements vont changer totalement le rapport au temps, aux lieux et aux autres. Et ça, d'ailleurs, c'est une tendance qu'on peut observer en Chine, mais qu'on va observer ailleurs, peut-être dans un temps plus long. Mais voilà, en Chine, on est dans un temps très, très accéléré. Et donc avec un sentiment très profond d'accélération de la vie, notamment en ville. Des distances qui s'annulent totalement, donc c'est ce que expliquait Sylvie tout à l'heure sur la réversibilité des mobilités, le fait qu'on voyage de plus en plus loin, de manière de plus en plus rapide, et que du coup en même temps on en vient à s'enraciner dans des endroits et à voyager tous azimuts.
Et puis la question aussi de l'individualisation, et ça qui est c'est très fort dans les commentaires, dans les verbatim, où chacun en fait va constater que finalement on a un peu plus de marge de manœuvre individuelle, mais qu'en même temps on a tendance à s'isoler tout simplement. Et ça, il y a une forme je pense qu'il y a une forme de regret qui sont exprimés de la part des interviewés. Et donc le troisième constat, c'est, on en parlait, c'est cette ambivalence qui est face au changement, avec quand même une multitude de fragmentations que les experts ont relevées. À la fois les ruptures sociales, c'est-à-dire que les transports vont pas être accessibles à tous de la même manière, et l'exemple de la voiture, je pense, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on va avoir des revenus très modestes, des gens avec des revenus très modestes qui vont désirer la voiture, des gens plus classe moyenne qui vont être assez indifférents à la voiture, et puis d'autres qui ont déjà évacué la voiture. Donc des ruptures comme ça sociales, des fragmentations socio-spatiales évidemment entre la campagne et la ville. Ça c'est très clair aussi, je trouve, dans les verbatim, avec à la fois de la part des urbains natifs des villes qui ont le RUCO, donc la carte d'identité des villes en question, où ils vont en fait assez vite rejeter les migrants. On essaie de ne pas faire trop de généralités, mais je parle au nom des interviewés. Hein. Et puis, d'un autre côté, les migrants qu'on a interviewés qui se sentent rejetés. Donc, cette espèce de double système de rejet. Et puis, une dernière fragmentation qui est la fragmentation intergénérationnelle, où là, on a des différences de pratiques et d'usage très importantes entre une grand-mère et qui va parler de son petit-fils en disant je comprends absolument pas ce qu'il fait, il est toute la journée sur son téléphone, ou qui va parler de sa belle-fille qui part en voyage tous les 4 matins. Donc des différences comme ça importantes. Donc moi, ça m'a beaucoup interpellé, je trouve, dans les résultats, et finalement, ça m'a beaucoup appris sur la question de la mobilité et de ces enjeux. On peut dire qu'en fait tout ce que tu as dit en fait était relativement convergent, mais il y a quand même un point en fait qui nous a amené à débattre et on s'est pas mis d'accord en fait. C'est sur la possibilité d'une alternative. Ouais. Donc il y a vraiment des sociologues en fait qui considèrent que quasiment la pente ou la direction qu'a pris la Chine en matière de développement urbain, d'infrastructures de transport, de modes de vie individuels, etc., c'est presque téléologique, c'est-à-dire qu'en fait c'est one way, quoi. Ce serait la seule possibilité. Et puis on était, donc moi personnellement j'étais plutôt avec l'autre position, qui est de dire que il y a eu un choix en fait d'aller dans cette direction-là. Donc effectivement les gens s'en sont saisis, ça je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein, mais de la même façon que l'urbanisation ne s'est pas déployée au hasard en Occident, je veux dire il y a tout un système d'urbanisation, de construction, de construction automobile, etc., qui s'est mis en place, qui a été soutenu par les États, qui s'est déployé. Eh bien, il y a la même chose en Chine, en fait. Il y a vraiment une politique nationale de déploiement, de construction de villes, avec même des villes qui sont complètement vides. Donc, il y a vraiment un désir puis une mise en œuvre de la planification urbaine.